Je vais aller très vite en disant que non seulement nous n'avons pas étudié les leçons de l'histoire récente, mais nous n'avons pas étudié les leçons de l'histoire un peu plus ancienne. Il y a un livre que l'UNESCO a publié par un auteur qui est professeur dans une université des Antilles anglaises. J'oublie complètement le nom de du livre. C'est sur l'esclavage. Et il y a une partie de ce livre, ceux qui veulent, je pourrais leur rappeler cela, je pourrais leur envoyer le titre. Et c'est un livre qu'on peut même télécharger sur Internet. Et il y a toute une étude sur l'islam et cette partie de l'Afrique. Et pour ceux qui ont fait des études plus anciennes, et qui ont vu tout ce qui s'est passé en Égypte, et qui ont vu tous les dégâts que cela a pu causer chez nous, cet universitaire, je crois qu'il ne sait pas s'il est de Trinidad, je ne sais pas de quoi. Non, il est de... Hein? Je vais acheter le bouquin. Voilà. Ah. Bon, j'ai oublié, voilà. Donc tu connais le livre. Ah, ouais. C'est un livre très intéressant. Il s'appelle Alvin Thompson. Voilà, je crois que c'est ça. Le livre. Bien. On a fait la semaine prochaine. Bon. Donc, vous allez voir tout ce que... Encore une fois, moi je ne suis pas par principe contre l'islam. Mais objectivement, vous voyez que tout ce qui est arrivé, et que ce soit l'empire du Ghana, qui a détruit l'empire du Ghana, vous allez voir qui a détruit l'empire Songhai, vous allez voir qui a détruit tout cela. Donc, vous voyez que d'une certaine façon, non seulement on est arrivé à cette destruction, mais mieux, on est arrivé à installer dans la tête des Africains de cette confession religieuse, excusez-moi, un logiciel qui fait qu'ils sont susceptibles d'accepter ce genre de choses. Pourquoi? Vous ne pouvez pas être authentiquement libre si on vous dit que pour prier Dieu, vous ne pouvez par exemple pas utiliser votre langue maternelle. Vous devez utiliser la langue de celui qui a écrit ceci. Il y a des éléments culturels qui font que le logiciel est déjà en vous. Le logiciel de la soumission est déjà inscrit dans vous. Il suffit simplement de le réactiver le moment venu. Ils l'ont réactivé pour détruire l'empire du Mali. Ils l'ont activé pour détruire l'empire Songhai. Et les petits-fils de ceux-là sont aujourd'hui en train de le réactiver pour une nouvelle attaque en règle contre le continent africain. Parce que ce n'est pas, je dis, ce n'est pas seulement le Mali qui a attaqué. C'est quelque chose qui est très grave. Et chaque fois que j'ai l'occasion, j'attire l'attention là-dessus. Parce qu'on n'a pas armé les gens intellectuellement, et y compris militairement, pour faire face à cela. Et vous avez vu comment les armées se sont délitées devant cela. Et vous avez vu comment l'avancée a été facile. Donc nous sommes en face d'un phénomène qui a trois dimensions. Il y a une dimension religieuse, culturelle. Il y a une dimension, évidemment, militaire. Et il y a une dimension internationale, stratégique. Parce que, qu'est-ce qui se passe au Mali? Il y a un an, j'étais à la télévision, on avait montré le président Amadou Touré qui était en Algérie. Et on disait donc, voilà, on était en train de négocier des choses, voilà, pour l'accord, pour surveiller les frontières, etc. Mais je me suis aperçu après que quoi? Et c'est là où la dimension internationale et stratégique est intéressante à voir. Les Américains ont, à Tamanrasset, au sud de l'Algérie, des postes d'observation. Et rien ne pouvait se passer dans cette région sans qu'ils le sachent. Et longtemps, on nous a dit, les généraux algériens ou les militaires algériens, oh non, 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 ils ne veulent pas ceci, ils ne veulent pas cela. Mais, si des gens, et on sait que ce qui s'est passé au Mali n'est pas d'origine malienne, que des gens sont venus d'ailleurs, avec des équipements, avec des entraînements, avec des non-africains, avec des non-maliens, et qu'on savait très bien qui ils étaient. Pendant ce temps, où on a fait la politique de l'autruche, ou bien on a laissé faire. Et moi je crois que les Américains, ou bien pour simplifier, les Occidentaux, ont plus ou moins laissé faire. Mais pourquoi? Parce qu'au nord du Mali, et hélas je n'ai pas la carte ici, je vous la montrerai, il y a des richesses énormes. Parce que tout se ramène le plus souvent à cela. Il y a des richesses énormes, des richesses pétrolières.
qui sont scrutés, y compris par des moyens satellitaires, et les images satellites existent, et vous pouvez même aller sur Internet. Ceux qui veulent, ils me donnent leur adresse, je leur enverrai les adresses, et vous allez voir cela. Et des Russes qui connaissent l'énormité. Et ensuite, il y a le fait qu'il faut entretenir sur des zones des conflits de basse intensité. Qu'on ne nous dise pas qu'on va aller lutter contre le terrorisme dans cette région, puisque nous voyons qu'ils ont dit qu'ils vont abattre le terrorisme en Irak, et nous voyons que les conséquences de l'Irak, qui est devenu un lieu de formation de djihadistes qui peuvent maintenant se répandre partout. Donc, s'ils avaient une efficacité militaire pour combattre le terrorisme dans cette région, ça se saurait. C'est pour ça, moi, je ne crois pas une seconde à ce qu'on nous dit que les armées occidentales, ou l'armée des États-Unis, ou même l'armée de la France, pourra aider les Africains à combattre efficacement le terrorisme. Parce que, pour pouvoir former une armée, il y a une chose qui s'appelle le patriotisme. Et le patriotisme ne peut pas s'apprendre. Ce ne sont pas les Américains qui vont venir apprendre aux Maliens ce que c'est que le patriotisme. Ce n'est pas les Français qui vont venir apprendre aux militaires maliens ce que le patriotisme. Le patriotisme relève de ce que je disais tout à fait au début. Quand vous savez que vous avez une guerre juste, il y a une raison pour laquelle vous êtes prêt à vous battre. Il n'y a pas de justification à cela. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous avez à avoir des dirigeants qui comprennent ce que c'est que le patriotisme, qui aiment leur pays et qui donnent les moyens de se battre. Et je dis que nous avons, et plus que largement, les moyens de nous battre en Afrique. Enfin, sur le dossier malien. J'ai eu l'occasion, je me suis trouvé au mois de janvier dernier à Addis Abeba, dans la salle au sommet des chefs d'État où on discutait sur la question du Mali. Et il y a eu, c'était un sommet de chefs d'État, et puis le 29, si je ne me trompe, le 29 janvier, il y a eu cette grande conférence dite des donateurs du Mali, à laquelle assistait actuellement le président Diakounda, le Premier ministre français, le ministre des Affaires étrangères français, Fabius, que j'ai vu et avec qui j'ai discuté, et nombre de chefs d'État africains, dont le président du Nigeria, le président la plupart des présidents. Et puis aussi un haut représentant du gouvernement japonais. J'assistais à cette salle avec beaucoup de remords et beaucoup de regrets et beaucoup de frustration. Voici donc le Mali qui venait présenter, par la voix de son président et par intérim, son business plan, si on peut dire ainsi, pour demander un soutien de la communauté internationale. Alors, chacun venait en annonçant, c'est le pli, on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on voulait dire, j'annonce que je vais donner telle somme. Le plus grand annonceur, si on peut dire, ce fut le Japon. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé une somme qui m'a surpris par sa modicité. Il y avait des pays comme la République de Guinée équatoriale. Le président de la République de Guinée équatoriale était là pendant le sommet, mais au moment de cette journée qui est venue après, je vous dis, il y a eu le sommet des chefs d'État et la journée est venue après. Le président de Guinée équatoriale n'était plus là, mais il a offert une somme qui, à la taille de son pays, est conséquente. Et mieux, il a dit qu'il offrait gratuit à l'armée malienne et à toutes les armées qui vont combattre sur le territoire malien le pétrole gratuitement, ce qui est quelque chose de tout à fait remarquable. Mais on a aussi eu, et c'est pour moi ce fut vraiment un exercice, j'allais dire de cinéma déconcertant, le chef d'état-major des armées de la CEDEAO, avec une très belle tenue, des épaulettes et tout, et des étoiles, qui est venu nous faire un exposé avec des PowerPoint magnifiques pour dire, voici l'état de nos demandes. Voici la carte de ceci. Il nous faut ceci, il nous faut tel homme, il nous faut tel nombre de personnes. Il nous faut telle somme d'argent. Mais vous vous rendez compte que voici un groupe d'États qui, depuis 1 an, je vous ai donné le nombre de réunions tout à l'heure, tergiversaient. Voici un groupe de militaires de haut rang qui, si on rassemblait en termes de la population de la CEDEAO,
quel que soit le nombre de djihadistes, la force militaire unie, décidée, pourrait les affronter et les écraser aussi rapidement qu'on le voudrait. Mais voir le spectacle, je crois qu'il s'appelle Bakayoko, si je ne me trompe, qui est le général, ce général de la CEDEAO, puisque la présidence en exercice était ivoirienne, et que celui-là est le chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Assister au spectacle de la guerre par PowerPoint, si on peut dire ainsi, pendant que des Maliens, des Maliennes en particulier souffraient, étaient sous le joug, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc on assiste à cela et on voit que l'Afrique en réalité organise son impuissance. Les Africains ici ont organisé leur impuissance alors qu'ils ont tous les éléments pour avoir la puissance. Et vous organisez votre impuissance et vous allez encore tendre la main à ceux qui ont intérêt à ce que vous soyez impuissants. Ça, c'est un paradoxe sur lequel nous devons réfléchir pendant longtemps. Et qu'est-ce qu'on voit finalement, pour terminer sur ce dossier malien qui n'est pas fini et sur lequel, encore une fois, je n'ai pas la maîtrise absolue, mais je donne des éléments. C'est un témoignage qui n'a rien de scientifique, c'est un témoignage d'événements auxquels j'ai eu, par chance, l'occasion d'être présent, témoin oculaire. Donc, résultat des courses, c'est un pays d'Afrique centrale, un pays pauvre d'Afrique centrale, dont les soldats vont monter au front. Et ce pays, c'est le Tchad. Et qu'on le veuille ou non, nous devons rendre hommage à ce pays, à son président et à ces soldats qui sont allés mourir. Qui sont en train de mourir. Pour moi, ils ont en quelque sorte sauvé le peu qui restait de l'honneur de notre continent. Et le Tchad, ce n'est pas un pays extrêmement riche. Et si on vous dit, le ministre, à cette réunion dont je vous parlais, le président du Tchad était pendant la réunion des sommets des chefs d'État, mais le président du Tchad n'est pas resté un jour de plus. Il est parti tout de suite parce que, disaient les rumeurs, peut-être vrai, il voulait être sur place pour pouvoir diriger les choses par lui-même. Si bien qu'à la réunion des donateurs, c'est son ministre des Affaires étrangères qui a pris la parole et qui a dit deux choses qui m'ont frappé. C'est d'abord l'étendue du sacrifice. C'est-à-dire que les territoires sont immenses, vous ne vous rendez pas compte. Donc, il faut des moyens logistiques pour déplacer des militaires tchadiens sur des milliers de kilomètres. Et deuxièmement, les militaires tchadiens n'ont pas un intérêt direct à aller mourir pour le Mali, pas plus que d'autres. Les militaires maliens devaient aller mourir pour le Mali. Les militaires de la CEDEAO devaient aller mourir pour le Mali. Donc, c'est un exercice de sacrifice. C'est un exercice, ça rentrera dans l'histoire, qu'on le veuille ou non, qu'à un moment critique, ce sont les soldats tchadiens qui ont sauvé le peu qui restait de l'honneur des Africains sur une guerre qui n'est pas encore terminée. Je vais arrêter là sur le Mali et je passe rapidement sur la Centrafrique. Là encore, nous assistons à un effondrement de ce que nous appelons le triangle de souveraineté. Et vous remarquerez que tout ceci se passe, que ce soit au Mali ou en Centrafrique, dans des pays d'Afrique dite francophone. Le triangle de souveraineté, je rappelle, c'est un triangle sur lequel toute nation qui se respecte doit baser sa souveraineté et sur lequel vous ne devez pas transiger. C'est la monnaie, c'est le militaire et le droit. Et vous voyez que aussi bien sur l'exemple malien que sur l'exemple centrafricain, sur ces trois côtés du triangle, c'est l'effondrement total. Et l'effondrement est d'autant plus dramatique pour le cas du Mali que vous vous rappelez que le président Modibo Keïta a été très conscient de ces aspects et a fait un discours que je rappelle toujours, qui date de juin 1962, dans lequel il parle de ces éléments. Et c'est le discours dans lequel je crois que c'est bien juin ou septembre, je ne sais plus. C'est dans lequel il sortait en particulier de la zone franc. On le lui fera payer très cher
Et on le lui fera payer très cher, et on amènera par un coup d'État, alors que l'armée malienne existait déjà. Et rappelez-vous qu'il y avait même Air Mali. C'est-à-dire qu'il y avait une flotte civile malienne qui était parmi les meilleures de l'époque en Afrique. Et il y avait même des pilotes, si je me trompe, femmes maliennes déjà dans les années 60. Et Air Mali était une compagnie aérienne, puisqu'on parle de moyens de logistique. Aujourd'hui, le Mali n'est pas capable de faire ce que Modibo Keïta avait fait en quelques années. Et Modibo Keïta a renvoyé les derniers soldats maliens, français du sol malien, j'avais la date en tête, j'ai perdu, mais Modibo Keïta, non seulement, il a bien compris le triangle de souveraineté, je vous dis qu'il est sorti de la zone franc, ensuite il a renvoyé les soldats français de son territoire, et il a commencé à constituer une véritable armée, et une véritable politique monétaire, et surtout aussi une véritable politique en termes de droit. On a amené quelqu'un qui a fait un coup d'État, et qui est resté des dizaines d'années en affaiblissant le Mali, et on arrive à ça. Sur la Centrafrique, c'est exactement la même chose. Et tout cela révèle du domaine des des pays dits francophones, où il n'y a plus de souveraineté. Vous n'avez pas de souveraineté monétaire. Avec quoi? Si les gens vont au fond, je plains les pauvres soldats maliens, tchadiens qui meurent. Vous devez payer vos soldats par de la monnaie, par de l'argent. Vous n'êtes pas maître de votre politique monétaire. Vous allez subir les conséquences de celui qui détient la bourse. Vous n'êtes pas maître de votre politique militaire. Et là, on arrive à un élément essentiel de la politique militaire, qui est la politique de formation.